Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le printemps est là depuis quelques jours et le Challenge Cold Winter est fini depuis un bon mois. Donc plus que temps que je vous parle de ce que j'ai lu à cette occasion. Si vous ne savez pas ce qu'est le Challenge Cold Winter, je vous invite à regarder le lien que j'ai mis dans la description. J'avais été plutôt raisonnable concernant mes choix, sachant que je ne suis pas toujours très assidu lorsque je programme mes lectures à l'avance. Mais j'ai réussi mon défi personnel qui était de 3 lectures, même si j'ai fini la troisième au tout dernier moment. On commence avec Dragon de glace de George Martin. Ce petit livre propose la réédition d'une nouvelle de George Martin dans un très joli format et le tout agrémenté de superbes illustrations de Luis Royo. Ce court texte nous raconte l'histoire d'Adara, une jeune fille qui a en quelque sorte été touchée par le froid et qui est devenue l'amie d'un dragon de glace. Celui-ci ne vient que durant l'hiver, et Adara, de par son étrange nature, est la seule capable de l'approcher. C'est d'ailleurs même son seul ami, puisque tous la trouvent étrange et qu'elle-même se met un peu à l'écart des gens, étant la seule à attendre l'hiver avec impatience. Ce récit en forme de conte est très sympa à suivre, et l'histoire de cette petite fille différente de tous est attachante. C'est difficile d'en dire plus sans trop en dévoiler tellement le texte est court. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, même si je regrette la fin, qui tranche assez avec le ton de la nouvelle, et qui s'avère du coup un peu décevante pour moi. Mais c'est une lecture qui vaut tout de même le détour, pour le style de Martine déjà, et puis surtout pour les très belles illustrations de Royo qui parsèment ce bel objet. On continue avec l'Évangile de Loki de Johan Harris, un roman qui m'a fait de l'œil pour deux raisons. Tout d'abord par la couve, avec son allure de vitrail que je trouve tout bonnement somptueuse, et ensuite pour le pitch. Il est présenté comme étant l'histoire des dieux nordiques, mais raconté du point de vue de Loki. Et effectivement, ce roman va reprendre globalement les nombreuses péripéties de la mythologie nordique, de l'apparition des dieux et la création du monde jusqu'au Ragnarok et à la fin de toute chose. Chaque chapitre va donc s'attarder sur un événement, une aventure, une histoire de cette mythologie, mais racontée avec le ton irrévérencieux et ironique du dieu du mensonge. Et avec son ton particulier, Loki va tout faire pour nous montrer qu'il n'est pas vraiment le méchant de l'histoire, euh, que d'un côté il n'est qu'une simple victime de sa nature, et que de l'autre, les dieux étant de toute façon tous des pochetrons stupides, imbus d'eux-mêmes, ils sont quand même un petit peu responsables de ce qui leur arrive. C'est vraiment le gros point fort du roman, et malheureusement aussi son quasi unique intérêt. Car côté intrigue, pour peu que l'on soit un petit peu familier de cette mythologie, on est déjà en terrain connu. En plus de ça, euh, le côté mythologique de l'histoire fait que l'intrigue est justement très anecdotique. On assiste à une suite de péripéties qui sont certes savoureusement contées, mais qui au final manquent de liant. C'est tout de même une lecture plaisante qui fait souvent sourire devant les manipulations de Loki, qui, malgré ses bonnes intentions, se retourne immanquablement contre lui. En fait, le seul vrai point négatif, pour moi, c'est la volonté que semble avoir eue l'autrice de lier son histoire à la mythologie chrétienne. Euh, Tout d'abord en appelant Loki le porteur de lumière, qui est une référence donc au nom Lucifer, et aussi par d'autres événements qui se déroulent à la fin de l'histoire et qui en fait n'apportent absolument rien. Mais bon, je pense que le titre du roman, L'Évangile de Loki, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai terminé ce bilan avec le premier tome de la série La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Ici aussi, c'est la superbe couverture qui m'a attiré l'œil. Oui, je sais, je suis très superficiel, mais bon. On va dire que les avis positifs que j'ai vus passer un peu partout ont quand même joué aussi. Ce roman va nous raconter l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui vit sur Anima et qui possède le don de lire les objets par simple toucher, ce qui est très pratique pour son métier de conservatrice de musée. Elle possède aussi la capacité très rare de passe-miroir, la faculté de se rendre d'un endroit à l'autre en passant à travers les miroirs, ce qui est quand même plutôt cool. Sa petite vie tranquille va être bouleversée quand elle se retrouve mariée de force à Thorn, un noble mystérieux venu du pôle, une contrée non moins mystérieuse et relativement hostile. Elle va devoir laisser derrière elle sa famille, son travail, sa vie, pour essayer de s'intégrer dans la rude société du pôle. Une société très différente de celle qu'elle connaît, remplie d'inégalités sociales, de violences et d'intrigues de palais. Je dois avouer que j'ai mis pas mal de temps à rentrer dans l'histoire. L'intrigue traîne un peu en longueur sur presque une moitié du roman, et surtout les deux personnages principaux sont vraiment très clichés. Ophélie est passionnée par la connaissance, et du coup forcément elle est timide, réservée et négligée.
Thorn, lui, son fiancé, est grand, fort et ténébreux, bien que blond, et évidemment donc sans le moindre tact, et doté d'un instinct de surprotection vis-à-vis d'elle qui tient plus de la volonté de domination qu'autre chose. Bref, j'avais l'impression de voir tout venir à des kilomètres et d'avoir déjà vu 100 fois ces personnages. Mais j'ai quand même décidé de poursuivre ma lecture, car ce qui fait la force du roman, à mon sens, c'est vraiment son univers très original, que ce soit vis-à-vis des différents domaines comme Anima ou le pôle, qui sont des sortes d'îles gigantesques flottant dans le néant, ou même vis-à-vis des différents types de magie utilisés. Par exemple, sur Anima, tous les objets du quotidien sont animés de vie propre, comme une écharpe qui vient se blottir contre son propriétaire, ou des lunettes brisées qui peuvent s'auto-réparer à condition qu'on les porte le plus souvent possible. Au pôle, les dons sont très différents mais tout aussi intéressants. Télépathie, pouvoir d'illusion et d'autres dons plus mystérieux qu'on va découvrir au fil des pages. Et du coup, accroché par cet univers, j'ai quand même poursuivi ma lecture. Et j'ai vraiment bien fait car l'intrigue décolle finalement et avec elle, les personnages évoluent vraiment. Ophélie s'affirme, prend de l'assurance et devient vraiment très intéressante. Quant à Thorn, il se dévoile un petit peu et on découvre que les apparences le concernant sont très trompeuses, pour le meilleur et pour le pire surtout. C'est donc au final un bon premier tome qui met certes un petit peu de temps à démarrer mais qui accroche bien son lecteur avec un univers très original et des intrigues politiques tortueuses ainsi qu'une critique sociale intéressante. C'est dommage que ça prenne autant de temps à démarrer. Et puis surtout, un de mes regrets, c'est la capacité de passe-miroir d'Ophélie, qui est à mon sens vraiment très inexploitée. Elle l'utilise peut-être 2 ou 3 fois dans tout le roman, alors que bah, qu'on attend que ça, quoi, de la voir passer à travers les miroirs, et qu'il y a des tas de moments où ça pourrait vraiment lui être utile. Enfin bon, du coup, à l'issue de ce premier tome, j'ai quand même très envie de poursuivre avec la suite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, ça fait toujours plaisir. À la prochaine et bonne lecture à tous.